Pas pour Un vous, du coup? pardon? Vous m'entendez? Oui, on t'entend. OK. Bah, bonjour pour vous, du coup. Oui, bonsoir pour toi, c'est vrai. Ouais, En attendant Mel, je te propose, de te présenter et comme ça, ce sera au tour oui, de Mel juste après. d'accord. Alors, je m'appelle Rukia et je suis, travel, expert, du Japon, chez Altai DMC, Japon et je vis au Japon maintenant. Beaucoup de Japon. Voilà, je suis tombée amoureuse de cette, destination il y a 2 ans, pour mon premier voyage et du coup, bah, voilà, c'est ce qui m'a fait, venir, habiter ici et devenir travel expert et voilà, j'ai envie de faire voyager les Français, les faire connaître, ce que moi j'ai connu, ce que je connais et ce que je vais connaître encore, ici au Japon parce que voilà, énorme potentiel. OK, top. Bon, bah, voilà, vous l'aurez, entendu, Rukia, c'est une vraie experte, du Japon et en plus, elle y vit, donc elle va avoir plein de petits conseils, à nous donner. C'est trop chouette et bienvenue Mel, merci de nous rejoindre. Je te laisse, te Salut. présenter comme Rukia vient de le faire. Et désolé pour le petit retard, petit problème d'ordinateur. Du coup, je me présente, Mel Guimaron, je conseille de voyage à Talente, du coup, sur Lyon, et généralement plus spécialisé sur le Japon. Et sachant que je suis déjà parti quelques fois et que j'adore le Japon, tout simplement parce que je pratique du coup des arts martiaux depuis petit. Donc voilà, ça a beaucoup joué. Trop bien et bah, donc on est vraiment, aujourd'hui en présence, de passionnés du Japon, donc j'espère que vous allez, en apprendre, beaucoup et c'est surtout que ça vous donnera envie de partir, dans cette destination et ben, on va pas perdre de temps, et je vais vous partager de suite mon petit diaporama. Comme ça, on va pouvoir commencer la présentation. Tac et hop là. Vous voyez bien mon écran? Parfait. Top, Oui. trop bien. Eh ben, bienvenue pour cette visioconférence. Un peu comme d'habitude, on va voir les informations essentielles du Japon côté plutôt administratif. Et puis, on verra aussi le retour d'expérience et les conseils de Rukia et Mel durant cette visio à travers notre top 8 des expériences à vivre. Et bien évidemment, on garde un petit moment d'échange à la fin de la visio. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser. On prendra le temps d'y répondre sans problème. Je te propose, Rukia, de commencer par une carte d'identité du Japon, nous présenter un peu plus en détail le pays. Alors, donc le Japon, la capitale c'est Tokyo. Et voilà, la langue c'est japonais. Il n'y a pas vraiment de vaccin, ouais, comme tu l'as écrit, à faire, mais il faut être à jour dans tous ces vaccins, hein, pour tous les voyages, c'est comme ça, c'est préférable. Et la monnaie, c'est le yen. Ouais, les mots que tu as mis sont pas mal pour. Et en plus, ce qui est bien, c'est que en fait, le fait de connaître quelques mots comme ça met en confiance le japonais et comment ils font tout pour vous aider en fait à trouver votre chemin ou à connaître le prix d'un produit ou d'un article. Donc, ne serait-ce que oui, konnichiwa, sumimasen. Arigato gozaimasu, ben, ça les fait plaisir parce que ça fait comme si voilà, vous faites un effort, vous vous adaptez en venant chez eux et donc voilà, ça les fait très plaisir que vous connaissez quelques mots en japonais. Ok, donc on peut s'entraîner avant de partir. On peut quand même Mm. parler anglais au Japon ou c'est plus compliqué? Alors, pour les grandes villes, oui, Tokyo, Kyoto, Osaka. Après, les petites villes un peu reculées, un peu moins. Ok, Mais c'est plutôt dans les grandes villes où vous allez plus trouver des gens qui parlent anglais, ne serait-ce que pour les offices de tourisme et tout. ok, ça marche. Et toi, Mel, est-ce que tu as des petits conseils d'un point de vue administratif ou toi qui y es allé il n'y a pas très longtemps pour Non, nous? non, pas de souci là-dessus, il n'y a rien qui change. Hop. Alors.
Du coup, concernant un petit peu la demande, enfin pour le Japon, en tout cas tout ce qui est langue, pareil que Ruka, il y a rien qui change. Niveau administratif, pour l'instant, rien de particulier. Peut-être des changements à venir par la suite, mais en tout cas pour le moment, on reste en statu quo. On a le droit à un visa de 3 mois, donc on va voir un petit peu ce que ça devient. Mais rien de plus. Ruka a tout bien expliqué pour le moment. Top, génial. Et ben, je vous propose qu'on rentre directement dans le vif du sujet avec notre top 8 des expériences à vivre au Japon. Comme ça, vous pourrez un peu nous faire voyager et rêver sur cette destination. Et on commence avec un hébergement un peu atypique et authentique du Japon, les ryokan et onsen. Je suis pas sûre de la prononciation, je suis pas très douée, mais est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, Mel, sur ces hébergements atypiques? Ouais, bah tout ce qui va être le ryokan, du coup, ça va être les hébergements traditionnels japonais. Vous allez avoir très souvent, alors c'est pas forcément tout le temps le cas, mais ça va être à vraiment 95% du temps, des chambres avec tatami, du coup, où vous allez dormir sur des futons. Quelques-uns, du coup, c'est pour ça que je dis 95%, vont avoir des lits un petit peu plus dans l'esprit occidental, mais on va rester très souvent sur du futon. Vous allez avoir du coup la pièce également dans laquelle vous allez dormir qui va être traditionnelle. Des fois, vous allez avoir tout ce qui va être vraiment les battants. Enfin, bref. Vous avez sans doute l'image un petit peu de la chambre traditionnelle ou comme vous pouvez le voir sur les photos avec les battants derrière, vous allez vraiment avoir tout ça, retrouver tout ça. Et vous allez avoir aussi deux choses qui vont être particulières. Ça va être la partie du coup onsen et la partie repas, que ce soit dîner ou très souvent petit déjeuner. Sur la partie onsen, déjà dans un premier temps, c'est un bain chaud qui est souvent en extérieur. Si vous n'avez pas la possibilité d'avoir en extérieur, ça va être en intérieur. Ça va dépendre des hébergements. Les bains, du coup, vont souvent être séparés hommes et femmes d'un côté et du coup de l'autre. Et ils vont vous donner des habits pour aller dans les onsen qu'on va appeler des yukata et que vous allez pouvoir mettre du coup avant d'aller dans les onsen. Voilà un petit peu pour les informations globales. Après, bien évidemment, il y a un petit peu plus de détails si on veut creuser, mais ça fera déjà une bonne introduction. Et en concernant du coup le petit déjeuner dans les ryokan, vous allez avoir très souvent beaucoup de diversité de petits plats à tester. Donc beaucoup vraiment on a l'impression d'avoir que des petits échantillons de plein de plats. C'est les petits déjeuners traditionnels japonais et ça pour le coup je vous recommande de le tester. C'est déjà de une incroyablement bon, de deux ça vous permet de tester plein de spécialités japonaises en un seul et même repas. Et pour le coup, même si on a plein de petites choses à manger, on a l'impression que ça va pas tenir, et ben je peux vous assurer qu'il y en a tellement qu'au final, généralement, le petit déjeuner suffit pour tenir au moins jusqu'à midi facilement, même en faisant de la randonnée après. OK, trop bien. Bah, ça donne envie de Mmh. tester. Est-ce que toi, tu en as déjà testé, une fois ou 2, Rukia? Alors, j'ai déjà testé ouais, les onsen, ouais, j'ai testé onsen privé, donc pas en ryokan. Et en fait, il faut savoir qu'au Japon, les onsen c'est, comment dire, les Japonais en raffolent. Pourquoi? C'est pas que des bains chauds, non, comment ces bains chauds, ils ont comment dire, euh, des bienfaits médicaux, en fait, pour tout ce qui dit peau, pour les articulations, pour voilà, tout ça. Et du coup, les Japonais, ils aiment beaucoup ça parce que voilà, ça leur fait du bien au corps et tout. Donc, c'est pour ça, les ryokan, comme dit Mel, oui, proposent pas souvent des onsen, mais vous avez aussi des onsen privés, pas forcément ryokan, c'est juste pour une journée, voilà, aller se détendre dans l'eau chaude, mais voilà, prendre aussi le bienfait que ça donne, quoi. Donc, c'est vraiment pas mal. Et vous en avez un peu aussi, par exemple, à Nicolas, la photo qui est derrière, j'ai fait une scène dans la forêt et tout, dans des cabanes en bois et tout. C'est assez atypique et original. Et franchement, ça fait voyager. Ça fait voyager vraiment. OK et bon, bah, on vous conseille vraiment en tout cas de tester, ces petits bains, japonais et ces hébergements, authentiques, et traditionnels, du Japon aussi durant votre voyage. Hem
évidemment, en tant que expert du voyage à pied en petit groupe, on ne peut pas ne pas parler des randonnées au Japon. Est-ce que vous avez pu en faire quelques-unes de ces randonnées, Mel, quand tu es partie au Japon, est-ce que tu as pu en faire? Alors, j'en ai fait plusieurs, certaines qui sont citées et d'autres qui ne sont pas citées du coup sur le diapo. Pour le coup, il y a ça va, les randonnées vont tellement changer en fonction, un peu comme en France, hein, des sites que vous allez explorer, que vous allez voir. Est-ce qu'il y a des temples sur le chemin? Est-ce qu'il n'y en a pas? Mais de manière générale, il y a une chose que j'ai eue, peu importe les randonnées que j'ai faites, c'est qu'à chaque fois c'était super beau. Bon là pour le coup, c'est peut-être un petit peu la passion qui parle, mais vous avez vraiment un aspect dans la randonnée, dans les forêts dans lesquelles vous passez, dans les sentiers, les paysages, qui va être totalement différent de tous les autres pays que j'ai pu faire. On n'a pas du tout la même impression, on n'a pas du tout les mêmes vis-à-vis. Et, euh, et mine de rien, faut faire attention quand même parce qu'il y a des randonnées qui sont simples au Japon, mais il y en a qui sont aussi assez compliquées, qui demandent aussi d'avoir un bon niveau, mine de rien. Et voilà, faut s'y préparer. Mais en tout cas, très beau. On en reparlera un petit peu tout à l'heure, mais vous avez différentes saisons au Japon qui vous permettent d'apprécier les randonnées de différentes manières en fonction du coup de la saisonnalité. Si vous êtes plus sur la partie printemps, si vous êtes plus sur la partie automne, vous allez vraiment avoir un cadre et un paysage qui va totalement changer. Et là, pour le coup, en fait, les randonnées, au-delà de pouvoir les faire une fois et d'avoir déjà découvert le sentier une première fois, vous allez pouvoir le redécouvrir si vous voyagez sur une autre période. Et c'est génial parce que ça fait redécouvrir entièrement le Japon et les lieux que vous avez déjà visités. Et voilà, je vous recommande aussi si vous avez des temples pendant vos randonnées, de les faire parce que très souvent, c'est des temples qui sont un peu plus préservés, un peu plus authentiques pour le coup et en général très, très, très sympa à visiter. Super, merci beaucoup. Donc en fait, au Japon, on a des petites randonnées tranquillou, mais si on a envie de marcher un peu plus, d'avoir quelque chose de plus sportif, c'est aussi totalement possible. Rukia, toi qui habites au Japon, est-ce que tu peux nous parler de certaines, enfin des Alpes japonaises par exemple? Le Kumano Kodo ou les 88 temples de Shikoku, ce sont des randonnées de pèlerinage qui sont super connues. C'est un peu comme Saint-Jacques-de-Compostelle en France. Et ceux-là au Japon sont très prisés aussi parce que voilà, c'est des anciennes routes en fait de pèlerinage qui sont très, comment dire, qui ont été utilisées avant. Et c'est pour pouvoir visiter trois grands sanctuaires, par exemple sur le Kumano Kodo. C'est pour ça que vous avez trois différentes routes à faire. C'est assez intéressant et tout dépend de votre niveau aussi, comme dit Mel, ça dépend aussi. Voilà, vous avez des petites randonnées simples comme assez difficiles, mais pareil, comment dire, vous traversez plusieurs différentes paysages en un seul randonnée en fait. C'est ça qui est bien au Japon. Ok, Petit, top. petit point, excuse-moi pour rajouter, parce que je vois qu'il y a une question du coup dans les commentaires. Qu'est-ce que les Alpes japonaises? Alors les Alpes japonaises, pour le coup, ça va vraiment être Mm, une zone montagneuse, un peu comme on va avoir les Alpes françaises hein, pour le coup. mm. euh, et qui est assez prisé pour pouvoir faire de la randonnée, avec pas mal de paysages, pas mal de onsen également, par exemple, on en parlait juste avant, qui sont assez intéressants à faire. Donc voilà un petit peu, c'est compliqué à détailler comme ça, cette question, mais il ne faudra pas hésiter à nous poser des questions par la suite. Et juste pour revenir également un point sur la partie rando, vous allez avoir, comme disait Rukia, des randos qui vont être sur avec vraiment une histoire derrière, donc comme le Kumano Kudo et les Shikoku, qui vont vraiment être sur un aspect plus religieux. Mais vous allez avoir aussi des montagnes comme le Mont Takao, pour le coup, qui est un petit peu moins connu, mais qui va avoir aussi toute une histoire, qui va être... voilà, c'est une montagne du folklore japonais où on va avoir comment dire, les, ah, j'ai le mot qui m'échappe, les yokai, pardon, les démons japonais du coup, qui vont être présents tout du long de votre randonnée et les temples et leur sont également dédiés. Donc voilà,
toutes ces histoires-là font aussi le fait que toutes les randonnées vont être un petit peu différentes et vont être vécues différentes. La Nakasendo, par exemple, était vraiment la route empruntée à l'air et d'eau par les princesses et les samouraïs. Et là, c'est pareil, vous allez avoir vraiment toute une histoire sur ces chemins-là qui ajoute une bonne plus-value historique, surtout avec les guides qui vous accompagnent. Mmh. Oui, c'est ce que j'allais dire. Du coup, le fait d'avoir un guide sur ces randos, ça rajoute un vrai plus, pour, tout ce qui est côté, culturel, histoire, de ces chemins. Ouais, énormément. OK. C'est ça. Bon, bah, c'est bon à savoir et évidemment donc nous, on adore la randonnée chez Atalante, mais on sait aussi que ce que vous aimez, c'est la nourriture, locale et évidemment, le Japon, c'est un pays qui a une très belle cuisine, traditionnelle, mmh, avec, les sushis, les onigiri. Je suis pas très douée pour les prononciations, mais vous, par exemple, Rukia, c'est quoi ton repas préféré, au Japon? Alors, au Japon, bah, c'est les sushis. C'est pas pareil qu'en France. Franchement, c'est des sushis parce que le poisson, il est excellent. Ça fond dans la bouche et c'est préparé différemment qu'en France. C'est des vrais sushis. En plus, le sashimi et tout, ils vous le font vraiment avec le wasabi, assez de wasabi suffisant pour le sushi et ils vous expliquent comment le manger en vrai, quoi. C'est pas mettre la sauce soja dessus, mais juste tremper un petit peu et le manger. Et c'est exquis, quoi. OK, donc manger des sushis au Japon, c'est une vraie expérience, il faut le faire Ouais, absolument. ouais, Hem, ouais. Toi, Mel, tu as eu la chance Le de poisson est frais. participer, à la fabrication de miso. Comment ça s'est passé? Alors, du coup, la fabrication de miso, alors, le miso, déjà, qu'est-ce que c'est? Parce que mine de rien, Oui. c'est une question bête, mais intéressante. C'est du soja fermenté, qui est utilisé très souvent, en fait, pour les fameuses soupes miso qu'on a l'habitude de boire un petit peu partout. Et là, pour le coup, la fabrication du miso, donc, vous voyez, il y a une petite photo en bas à gauche, avec des énormes tonneaux. Et du coup, la pâte miso, du coup, est préparée dans ces tonneaux-là. Et il la laisse se fermenter pendant 1, 2, 3, 4 ans. En fonction du coup de la durée de fermentation, on va avoir des qualités de miso différentes. Et qu'après, vous pouvez directement acheter à la fabrique pour avoir des petits pots de miso que personnellement j'ai ramenés à la maison et que j'ai déjà fini parce que ça part vite, mine de rien. Et ça vraiment, je vous recommande de faire aussi ces petits ateliers un petit peu traditionnels et locaux parce que entre ce qu'on peut goûter en France et ce que vous pouvez goûter sur place dans ce genre d'atelier, ça n'a strictement rien à voir en termes de goût, en termes de saveur. Et ouais, je le recommande vivement. Et du coup, bah, pour tout ce qui est cuisine, moi personnellement, ce que j'ai préféré, ça va plus être la partie, même si c'est un peu bizarre, mais viande. Pour le coup, ils ont des viandes, les wagyu et les bœufs de Kobe, du coup, qui sont excellents là-bas. Donc ça, je recommande fortement. Mais ce que vous mangerez le plus souvent, ça va être, je pense, les ramen. Il y en a de partout. OK et toi, Rukia, tu as pu participer à une dégustation de saké. C'est quoi le saké? Est-ce que c'est bon? Alors, le saké, c'est de l'alcool de riz. Et après, oui, c'est bon. Après, tout dépend des goûts des gens. Et en fait, c'est du riz qui est fermenté et ce qui fait, voilà, au final, le saké, quoi. Et vous pouvez le boire chaud, froid. Il y a des différentes, comment aussi, c'est comme le vin un peu, différentes notes, un peu fruitées, boisées. Et du coup, oui, c'est bon, quoi. Et C'est très OK, bon, mais attention à pas en abuser, c'est de l'alcool. toujours. Oui. Merci Mel d'être raisonnable. OK. Vous avez pu faire, d'autres ateliers un peu de cuisine, vous, durant vos voyages ou pas du tout après? Par exemple, un petit atelier de sushi? J'en ai pas fait Sushi, personnellement. non.
Par contre, ce que Ouais, je peux moi non recommander plus. éventuellement, c'est de passer sur les marchés le matin si vous avez la possibilité. Vous avez des marchés aux poissons, par exemple, j'en ai fait un sur Osaka, où là, pour le coup, vous avez vraiment la préparation des sushis et des makis, enfin, et même sashimi d'ailleurs, juste devant vous par les poissonniers eux-mêmes. Et là, pour le coup, c'est vraiment une bonne expérience à vivre. Mais sinon, en termes de cuisine, malheureusement, pas encore, mais ça ne serait tardé quand je reviendrai. Je le ferai, je pense. OK. Bon, vous l'aurez compris, en tout cas, la cuisine, japonaise, il y a vraiment, plein de saveurs, différentes et plein de choses, à tester, donc hésitez pas en y allant. Quand on pense au Japon, on pense, aux maisons de geisha. Est-ce que tu peux, Mel, nous en dire un peu plus d'un point de vue histoire, culturel? Qu'est-ce que c'est ces maisons de geisha, les maiko? Comment ça se passe, là-bas? Alors, les geishas, du coup, c'est une pratique et un métier qui est au Japon depuis je sais même pas si on peut pas dire des millénaires, tellement que ça remonte. Pour le coup, c'est des femmes dont le travail va être de divertir les hommes ou les convives de manière générale, hein, pas forcément que les hommes d'ailleurs, autour de jeux, de chansons, de danse principalement. Et à l'époque, c'était beaucoup fait pour les seniors ou les personnes importantes. Aujourd'hui, du coup, c'est fait pour à qui peut se l'offrir. Les geishas, du coup, ont très souvent des maisons, du coup, qui est gérée par une mère des geishas, plus ou moins, si on peut l'appeler comme telle, du coup, qui va vraiment gérer la maison et qui va, c'est un petit peu comme une entreprise en soi, gérer, du coup, les geishas qui font partie de cette même maison. Et les maiko, du coup, sont des apprentis geishas en formation. En général, elles ont un cursus à environ de 5 ans pour devenir, du coup, geisha à temps plein et vraiment professionnel. Et vous avez la possibilité, en allant au Japon, du coup, de faire un dîner ou un moment, tout simplement, avec accompagné d'une maiko, qui, du coup, à la fois apprend dans son cursus professionnel et qui, en même temps, bah, du coup, vous permet d'accéder un petit peu à tous ces services-là, de faire des jeux traditionnels avec la maiko. Et pour le coup, c'est une superbe expérience à vivre. Euh, Aussi également, pour le coup, très traditionnel. Si vous avez, parce que là, pour le coup, on peut pas faire plus en termes de coutumes. Donc, je recommande ouais, vivement de le faire. C'est une bonne expérience à vivre. OK. Toi, Roukia, est-ce Juste que tu as vas-y. attention, quand par exemple vous allez sur Kyoto, visiter le quartier de Gion, vous avez des maïkos justement qui passent et en fait, faut leur demander l'autorisation pour les photos et tout. Faut pas les prendre comme ça. Donc, faut respecter voilà la personne qui passe devant vous et voilà, faut faire attention à ça parce qu'il y a plein de touristes, malheureusement, prennent des photos sans demander et ça se fait pas au Japon, en fait. Donc c'est ça aussi. Quand vous venez au Japon, faut se renseigner aussi un minimum sur les règles et coutumes pour, voilà, pour, que le voyage se passe bien de votre côté et de leur côté aussi. Tu en as quelques-unes à nous partager là, importantes selon toi? Par exemple, là, pour les Maïko et si par exemple, vous attendez, le bus, ou vous rentrez quelque part, s'il y a une queue, faut la suivre, hein. Faut faire la queue, faut pas passer devant les gens. Faut savoir qu'à Tokyo, ils marchent sur le côté, comment dire? Gauche. Ils font la queue et tout sur le côté gauche. C'est pas comme en France où on se met sur l'escalator côté droit. À Tokyo, c'est côté gauche et à Osaka, c'est différent. C'est comme en France, c'est côté droit. Donc tout ça, faut faire attention. Voilà, faut se renseigner avant de venir, pour, voilà, respecter, leurs règles et leurs, coutumes et voilà pour que tout se passe au mieux. Et pour au cas où, si vous êtes comme moi et que vous confondez votre gauche et votre droite, vous avez très souvent des flèches au sol indiquées, surtout dans les transports en commun, pour savoir justement où aller. Et éventuellement, sinon, je vous recommande tout simplement de suivre le courant. Ça fonctionne super bien. Ouais, OK. Bon, bah, top. observer. Est-ce que tu as autre chose, nous, peut-être à nous partager, Mel, d'un point de vue coutume, où il faut faire un peu attention, qui t'a marqué peut-être durant ton voyage? Quelques petites choses, oui, à faire attention sur
de base, éventuellement d'éviter de planter les baguettes dans le riz, d'éviter de manger avec une baguette dans chaque main. Ça, c'est des choses qui sont très importantes au Japon parce que ça rappelle des périodes de deuil, donc c'est généralement assez mal vu. Après, bien évidemment, en tant que touriste, on a l'opportunité aussi de se tromper, c'est possible. Mais moi, c'est surtout la partie que j'accorde le plus d'importance, comme on disait tout à l'heure avec les geishas et les maiko, c'est de respecter surtout les autres et évidemment la prise, par exemple, de photos ou tout ça. Voilà. Après, c'est vraiment des choses aussi qu'il faudra pas hésiter si un jour vous souhaitez, vous qui nous écoutez, entreprendre un séjour au Japon, en discuter avec les personnes qui seront en charge de vous accompagner pour justement avoir tous ces petits conseils. Vous en aurez, je pense, pas mal à ce Ok. moment-là. Merci beaucoup à tous les deux pour ces conseils. Je propose qu'on passe à autre chose concernant le Japon. C'est une grande île qui va du nord au sud et quand on a discuté ensemble, vous m'avez dit qu'il y avait quand même pas mal de différences entre Hokkaido et Okinawa. Rukia, si tu veux nous parler un peu de ces différences, que ce soit au niveau peut-être climat, paysage, toi qui vis là-bas. Alors oui, alors Hokkaido, c'est l'île la plus au nord. C'est l'île qui est la plus froide. Je veux dire, il neige là-bas. C'est bien pour tout ce qui dit activité d'hiver. Et Okinawa, ben, c'est plus tropical. C'est les îles bien au sud. Voilà, pour tout ce qui dit snorkeling, plage. Donc voilà, c'est différent. Et au milieu, Honshu, le Japon, avec Tokyo, Kyoto et Osaka. Donc oui, c'est vraiment différent du nord au sud, quoi. Ok. Et toi, Mel, est-ce que tu as une préférence, je sais pas, sur plutôt le nord du Japon ou le sud? J'ai pas forcément de préférence, mais du coup, ça va beaucoup jouer en fonction des saisons, parce que comme le disait Rukia, vous avez une énorme différence du coup de climat entre le nord et le sud. Le nord, du coup, comme elle disait, vous êtes plus sur un climat proche de la Russie, et le sud, où vous êtes vraiment sur l'île tropicale. Donc pour le coup, en fonction des saisons, vous pouvez jouer justement avec la destination et faire en sorte d'avoir le meilleur temps au meilleur moment à chaque fois, un petit peu partout. Par exemple, si vous êtes en été, il fait très très chaud au Japon. C'est des chaleurs qui sont beaucoup moins supportables qu'en France. Et là, pour le coup, je vous recommande vivement de partir dans le nord. Vous aurez un climat beaucoup plus doux et beaucoup plus agréable et, euh, et vice-versa. Mais après, potentiellement, est-ce que j'ai un favori? Non, tout. Tout, je pense, que ce soit le nord, le sud. Comme je disais, il y a des saisons pour tout. Donc là, vraiment, faut pas hésiter à se renseigner un peu là-dessus parce que c'est top et vous pouvez tout le temps partir au Japon. Ok. Je vous mets un petit sondage d'ailleurs dans le chat pour savoir si vous êtes plutôt, vous avez plus envie de visiter le nord ou le sud ou alors les deux si vous souhaitez partir au Japon. Juste qu'on le sache, nous ça nous intéresse et ça peut aussi nous aider. Voilà. Donc, je vous laisse répondre à ce petit sondage. Et on a parlé donc d'un peu les pôles du Japon, nord et sud. On peut évidemment pas parler du Japon sans les villes un peu incontournables qui sont sur la Golden Line. Donc, par exemple, Tokyo, Kyoto, Osaka. Euh, Rukia, est-ce que tu peux nous parler un peu de ces villes, de qu'est-ce qu'on peut y faire, qu'est-ce qu'on peut y trouver? Alors Tokyo, ben, déjà c'est la capitale, c'est le mélange moderne et traditionnel. Kyoto, c'est plus culturel. Et Osaka, c'est la capitale de la gastronomie. En gros, voilà. Donc, et c'est trois villes différentes. Et bah, c'est la Golden Line. Souvent, les gens, quand ils viennent, ils font ces trois grandes villes. Après, vous pouvez le faire comme vous voulez, Tokyo, Kyoto, Osaka ou Osaka, Kyoto, Tokyo. Et tout dépend, voilà, de ce que vous recherchez pour votre voyage au Japon, en fait. Et à partir de là, ben, on peut ajuster comme vous voulez par rapport à vos souhaits. Ok. Et on peut faire quoi précisément du coup dans ces villes, Mel?
Alors sur Tokyo, vous allez pouvoir tout faire. C'est la capitale. Il y a énormément de choses à faire, à voir. Je pense que même un seul voyage exclusivement sur Tokyo pourrait largement se faire sur 15 jours, tellement que vous avez de quartiers différents et de particularités un petit peu à la ville. Après, pour le coup, moi, je vous recommande quand même de faire les trois. C'est vrai que c'est un passage un peu, je dirais, initiatique quand on part au Japon. Pas forcément de s'y attarder, de faire que un voyage dessus pour le coup, parce qu'il y a énormément de choses à voir, à faire, ou alors il faut avoir la possibilité de le faire plusieurs fois. Mais comme l'a très bien dit Rukia, vous allez être plus sur le traditionnel sur Kyoto, plus sur la gastronomie sur Osaka et tout ce qui va être l'attrait peut-être aussi jeux de société, manga, etc. Un peu sur Osaka et sur Tokyo principalement. Faites-les, voyez un petit peu ce que vous préférez. Moi, je sais que potentiellement, j'ai une préférence pour Osaka, aussi vraisemblable que ça puisse paraître. Mais pour le coup, c'est vraiment intéressant et il faut surtout, bien évidemment, sortir un petit peu de ces sentiers battus pour le coup, parce que vous avez énormément aussi à explorer et le tourisme est principalement concentré sur cette Golden Line, du coup, Tokyo, Kyoto, Osaka, quand même. Ok, donc vous nous conseillez de partir un peu loin aussi de ces villes pour découvrir autre chose du Japon. On pense souvent au train au Japon. Est-ce que c'est assez facile de rejoindre chaque ville en train? Comment ça peut se passer? Euh, Mel, si tu as utilisé le train pendant ton voyage, par exemple. J'ai utilisé le train, je pense que Rukia doit l'utiliser aussi beaucoup parce que ça fait partie des principaux moyens de transport pour le coup au Japon. C'est vraiment extrêmement pratique, beaucoup moins cher que les taxis, hein, parce que là-bas ça coûte très très cher pour le coup le taxi. Et en même temps, vous pourrez vraiment explorer un petit peu tout le Japon vraiment en train parce qu'il y a de très bonnes liaisons, de très bonnes communications entre les villes. Petit point éventuellement sur l'aspect tarif, plus vous changez de ligne et plus le prix va augmenter. Mais pour le coup, ça fait partie du voyage et il y a vraiment une histoire au Japon sur les trains. C'est vraiment aussi culturel et ça fait partie je sais pas, pour moi, d'un morceau du Japon où vous avez vraiment des trains typiques que vous pourrez retrouver que là-bas et qui vont avoir des thèmes vraiment particuliers. Et pour le coup, je recommande ouais, de vivre cette expérience. Et le Shinkansen, pour le coup, est très bien sur un aspect qualitatif et sur un aspect rapidité, vous trouverez pas mieux. Ok. Tu veux rajouter quelque chose peut-être sur les trains Rukia, toi qui as l'habitude de les prendre? Mm. Non, il a tout dit. Il a tout dit. Ben, les trains un peu, on va dire, atypiques et tout, c'est les trains locaux généralement. Et après, les Shinkansen, oui, comme il a dit, ils sont très bien, ils sont à l'heure. Franchement, tout est fluide en fait pour prendre le train là-bas. Donc, il n'y a pas de souci. Moi, je suis d'accord avec ce que Mel a dit. Ok, et oui, pour nous, c'est assez facile de s'orienter d'un point de vue écriture. On n'est pas sur Oui, oui, la même écriture. parce que, C'est ouais, mais ils le mettent en anglais aussi. ok. T'inquiète pas. Ouais, c'est Et le écrit en mettre en anglais anglais. en dessous du japonais, ouais, voilà. Donc, il n'y a pas de souci. Très souvent, en tout cas, plus sur Osaka pour le coup que Tokyo. Kyoto, j'avoue que c'est un petit peu plus difficile, mais vous avez des lignes en fait de couleurs en fonction de la ligne de transport que vous allez prendre, qui vous permet du coup de suivre vraiment juste la couleur jusqu'au train ou au métro. Et ça, c'est très pratique, mais c'est pas forcément partout, et en tout cas pas à Tokyo pour le coup. Et il y a une question dans le chat aussi qui demande s'il faut un pass pour les trains. Alors, oui et non, ça va dépendre un petit peu le train que vous souhaitez prendre. Si vous voulez prendre tout ce qui est l'aspect Shinkansen et voie express, pour le coup, vous pouvez avoir un pass, du coup, qui s'appelle enfin, voilà, le pass Shinkansen, Hier tout simplement. passe. JR Pass, qui là, pour le coup, vous permettra d'utiliser les grandes lignes, mais pas les lignes locales. Pas les métros, par exemple, pas tout ça, mais que les grandes lignes. Et vous avez aussi des passes par région, donc Passmo par exemple pour Tokyo, et vous avez aussi la Suica par exemple, qui peut vous permettre du coup là de prendre un peu tous les types de transports sur place en local, sauf les grands trains, du coup à l'inverse. Et ça se fait assez bien, ça se recharge facilement. Non, ça se fait bien de manière générale, les transports. Une fois qu'on s'y fait, au début ça peut être un peu surprenant, mais une fois qu'on s'y fait un petit peu et qu'on a compris le truc, c'est très facile.
OK, un peu comme, chez nous au final avec, toutes nos lignes de métro par exemple. Quand on est à Paris, ça peut, être un peu compliqué au début, mais après on s'en sort. C'est ça. Hem, on en parlait, tout à l'heure, vous avez commencé un peu à aborder, le sujet, mais c'est vrai qu'on parle souvent de partir plutôt à l'automne ou au printemps au Japon pour, différentes raisons, notamment, bah, soit les couleurs automnales, soit les cerisiers en fleurs. Rukia, toi, quand est-ce que tu conseilles de partir et quels sont les avantages un peu de chaque saison? Alors, moi, je vous conseille de partir, ben, pendant la floraison des cerisiers. Après, je vous cache pas qu'il y a du monde. Oui, pendant comment dire? Cette période-là, mais c'est tellement magnifique, donc on comprend pourquoi il y a du monde et c'est idéal pour les familles, pour, tout type de voyageurs et aussi pendant l'automne, les momidji et tout, c'est super beau. Bah, comme derrière là, voilà, à Nikko, ça c'est là les momidji, qui sont sortis vers novembre, fin novembre. Donc oui, après, moi j'ai envie de dire, vous pouvez venir toute l'année. Après, tout dépend de ce que vous voulez, voir, ce que vous voulez, découvrir. Après, en été, ben, je vous cache pas, il fait chaud, mais il y a quand même des choses à faire et à voir. Là, je vois une question, par exemple, sur le Kumano-Kodo. Ben, c'est en juillet, il fait très chaud, donc ces genres de randonnées-là, ben, c'est à éviter. C'est possible, hein, mais c'est à éviter parce qu'il fait vraiment très, très chaud et tout dépend de la route que vous voulez faire, sur, Kumano Kodo, mais vous pouvez, faire, oui, minimum, sur 4 jours, une des routes, de randonnée, pour répondre à la question et après, voilà, après, la basse saison, je veux dire, vous pouvez venir en hiver aussi, c'est la basse saison, vous avez des choses à faire, des activités, d'hiver, donc ça dépend de ce que vous voulez faire, mais toute l'année pour moi c'est faisable. OK, donc en fonction de comment on adapte, notre, séjour, on peut y aller, toute l'année, Mmh. peu importe la saison. Toi, tu as pu y aller quand, Mel, au Japon? Moi, j'ai fait le printemps et l'automne pour le coup. J'y suis allé 2 fois. Sur le printemps, faut savoir que c'est la période où vous avez le plus de tourisme pour le coup avec les cerisiers en fleurs, les sakura, ça c'est sûr. C'est une période qui est très prisée où les billets d'avion d'ailleurs peuvent s'envoler un petit peu, donc il faut pas hésiter à les prendre en avance pour le coup. Euh, pour cette période-là, sachez que si au cas où vous la loupez, vous n'avez pas le temps ou c'est trop tard, vous avez dans tous les cas tout plein de fleurs, dont les glycines par exemple, qui vont venir juste après les sakuras, et les pruniers qui sont juste avant. Donc dans tous les cas, vous avez vraiment plein de choses à faire et en fonction de la destination où vous allez, au Japon, nord ou sud, bah pareil, vous avez l'embarras du choix. Sur la partie automnale, pour le coup, j'ai pas eu les couleurs d'automne encore, mais par contre, j'avais un climat très agréable. Donc, j'ai commencé à voir les couleurs d'automne, mais je suis parti malheureusement avant. Mais après, pareil, en fonction du nord ou du sud, si vous venez un petit peu avant les périodes automnales, et ben, vous pouvez monter au nord et vous les aurez du coup en avance. Et comme le disait Rukia, bah, de toute façon, hein, sur toutes les saisons, en hiver, vous allez avoir sur Hokkaido une neige énorme et la possibilité de faire du ski et de visiter des villages de glace et tout plein d'autres activités qui sont vraiment, vraiment top à faire. Et en même temps, vous pouvez aller à Okinawa avec des magnifiques eaux turquoises et profiter un petit peu d'un aspect un peu plus farniente. Chose à dire par contre sur le climat du coup au Japon. Je vois qu'il y a une question, est-ce qu'il pleut beaucoup au printemps? Alors, il pleut toute l'année de manière générale. Malheureusement, ça, hiver, automne, printemps, été, vous pouvez avoir de la pluie. Sachez que ça se fait dans tous les cas assez bien, hein, comme en France. Et au pire des cas, vous avez dans toutes les petites supérettes des petits parapluies à acheter. Et vous verrez, c'est l'article le plus volé au Japon parce que tout le monde a des parapluies, tout le monde les dépose dans l'entrée au restaurant et tout le monde prend un parapluie, mais sans forcément faire attention que ce soit le sien. Donc voilà, si Mmh. vous avez un parapluie précieux, ne le prenez pas pour le Japon, mais sinon, à part ça, ça se fait très bien. Euh, juste une période, par contre, qui est quand même à éviter au Japon, ça va être la période de septembre, où là, vous allez être vraiment sur la période des grosses perturbations et des typhons. Donc, éventuellement, vous avez un petit peu plus de pluie sur ces périodes-là. Mais comme je vous dis, ça dépend également de où vous souhaitez partir. Et il y a toujours Mmh. moyen d'esquiver en partant un peu plus en nord ou un peu plus au sud.
Ok. Et bah, merci pour tous ces conseils, notamment sur le parapluie. On ne prendra pas un incroyable parapluie qu'on adore, en tout cas, si on veut aller au Japon. Je vous... je vous propose qu'on passe sur notre dernier point, qui sont les activités traditionnelles au Japon. On en a parlé de quelques-unes déjà, mais toi, par exemple, Rukia, tu as eu la chance de te balader de nuit dans des quartiers au Japon avec illuminés par des lanternes. Ça se passe comment? C'est quel type de paysage que tu vois? Moi, je l'ai fait à Tokyo, dans le quartier d'Asakusa, avec le temple et tout. La nuit, il y a moins de monde. C'est éclairé avec les lanternes et ça donne une atmosphère assez mystique, en fait, qui est géniale. On se croirait dans un animé, dans un film Ghibli. Donc, c'est vraiment magique. Il y a des endroits comme ça, oui, avec les lanternes et tout. La nuit, ça donne une autre perspective du Japon, en fait, une autre vibe Ok. que j'ai Et bien aimée. ça donne envie, en tout cas, rien que les photos donnent envie en général. Et toi, par exemple, quand t'es partie, il me semble même, Mel, tu as pu voir des matsuri. C'est quoi les C'est ça. matsuri? Alors, les Matsuri, du coup, c'est les festivals japonais qui, pour le coup, vont être sur plein de thématiques différentes. Et il y en a vraiment énormément. Vous pouvez avoir, du coup, des Matsuri pour un dieu, une entité, que ce soit des Matsuri pour... c'est vraiment plein de raisons. Il y en a trop, même d'ailleurs, pour en citer quelques-unes. Vous allez en avoir partout et tout le temps, que ce soit en hiver, en printemps, en automne, mais principalement, les majorités, vous les retrouverez en été. Vous allez avoir beaucoup de Matsuri pour les vacances, pour tout ça. Et là, pour le coup, pareil, il y en a un petit peu partout, dans plein de villages, et c'est dispatché dans tout le Japon. Donc, faut pas hésiter à se renseigner avant et à partir en fonction. Moi, personnellement, j'ai vécu un Matsuri, du coup, à Matsumoto. Un Matsuri bien original parce que le but était de prendre des énormes torches et de les amener jusqu'au onsen du coup du village et de prendre la suie du coup et les cendres et d'avoir de se mettre les cendres sur le visage et parce que ça porte chance et voilà, ça porte bonheur. Donc on a fait ça, il y avait un feu d'artifice avec vraiment toute une ambiance très conviviale et aussi pas mal de tambours japonais qui étaient très sympas à voir et à faire. Voilà. Mais là, pour le coup, c'est vraiment très spécifique et vous en avez un peu partout et tout le temps. Et, et au niveau des dates, on peut les retrouver où? Enfin, comment on sait qu'elles ont lieu à telle date et à tel endroit? Alors, deux possibilités. Soit vous organisez votre voyage vraiment autour de Matsuri bien spécifiques parce que vous souhaitez les faire. Ça, c'est la première option. La deuxième option est plutôt de faire votre voyage et de regarder si au moment où vous voulez faire votre voyage, vous avez des Matsuri pas loin au moment où vous faites votre itinéraire. Là, ça peut permettre comme ça de raccrocher. Moi, potentiellement, le Matsuri qu'on a fait à Matsumoto, c'était vraiment pas prévu. Je me suis renseigné après et j'ai vu que ça tombait un soir et on aurait très bien pu passer à côté sans se renseigner. Donc, pour le coup, voilà, c'est plus de l'information à avoir directement et de se renseigner un petit peu là-dessus. Il faut savoir que ça existe et c'est très sympa à faire pour le coup. Donc, n'hésitez pas si vous voyez qu'il y en a proche de votre voyage. Ok, Oui, c'est top. une ambiance festive, Ouais. familiale. Franchement, c'est sympa avec des stands de nourriture, voilà, japonaise avec des brochettes, des sushis. Et voilà, c'est un moment convivial à partager, typiquement japonais, où en plus les Japonais sont en yukata, ils ont l'habit traditionnel, voilà, qu'ils mettent pendant les festivals en été, voilà. C'est des genres de type de kimono que les hommes et les femmes portent pour ça. Et donc, ouais, c'est assez intéressant à vivre et à regarder aussi, à voir. Ok. Bon, c'est vrai que ça donne envie en tout cas. Est-ce que vous avez une autre activité traditionnelle à nous partager que vous avez pu faire, bah, toi, Rukia, là au Japon, et toi, quand t'es partie, Mel? Là, c'est une petite cérémonie du Vas-y, Rukia. thé. Moi, ce que j'ai fait, j'ai- euh,
Pour le coup, activité traditionnelle, c'est quand, par exemple, je suis partie visiter les temples et tout, et en fait, on nous apprend comment se purifier. Et ça, c'était génial parce que avant de visiter certains temples, vous devez vous purifier avec de l'eau. Et vous avez une manière de faire, commencer par la gauche. Vous prenez une grosse louche là, vous prenez l'eau, vous commencez par la main gauche, puis la droite, puis vous faites semblant de boire, mais vous touchez, l'eau touche juste vos lèvres, hein, vous buvez pas l'eau, faut pas la boire. Et après, vous rincez la main gauche et la dernière, ce qui reste comme eau, vous rincez la louche et vous la reposez. Et là, vous pouvez rentrer, visiter le temple. Là, vous êtes purifié. Là, donc, c'est assez intéressant. Et comment dire, c'était vraiment comme si, voilà, j'allais faire une prière et que j'étais propre en fait. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais on ressent un truc comme ça, on est content après ça. Voilà. Ok, bah trop bien. Ce que je propose, c'est qu'on passe aux questions. Parce qu'on en a quelques-unes et du coup, avant que ça se termine, qu'on ait le temps de répondre un peu à toutes les questions. Mel, j'ai une petite question pour toi. C'est quoi la différence entre le voyage de 3 semaines au Japon qu'on propose et celui de 2 semaines? C'est quoi la différence entre ces deux voyages? Alors pour le coup, là, les voyages qu'on propose chez Atalante, il y a donc c'est assez, comment dire, c'est le parcours en fait va être un petit peu prolongé du coup vraiment sur les 3 semaines pour vous permettre de découvrir davantage un petit peu d'autres facettes du Japon. Vous allez avoir à peu près la même durée hein, sur les grandes villes, mais vous allez aller un petit peu plus loin dans la campagne. Mais là, éventuellement, pour toutes les questions plus en lien avec justement les circuits ou des questions propres à Atalante, le mieux éventuellement serait de me recontacter par la suite pour qu'on puisse en discuter et que je puisse répondre à chaque fois aux questions peut-être un peu plus spécifiques du coup sur les circuits, ça sera plus agréable. Ok, donc en gros, la différence un peu entre le 3 semaines et le 2 semaines, c'est plutôt le fait que sur le voyage 3 semaines, on va aller un peu plus en profondeur dans le pays, aller voir, partir un peu hors des sentiers battus sur ce voyage, alors que le 2 semaines, on va peut-être plutôt rester sur les highlights du pays, les choses vraiment un peu connues de la destination. Principalement, après, il y a des avantages à faire l'un ou l'autre et ça va dépendre aussi en fonction des souhaits de la personne et ce qu'elle souhaite faire. C'est pour ça que je dis que c'est un peu plus au cas par cas. Et donc éventuellement, voilà, comme je disais, pas hésiter, on en rediscute À nous recontacter. sur On un a le point. numéro C'est ça. juste ici. Et si vous parlez du Japon, on vous envoie directement mail, il n'y a aucun problème. On avait une petite question. Ah oui, tu parlais tout à l'heure du quartier où tu as fait ta petite visite avec les lanternes. Est-ce que tu peux nous dire peut-être tu nous as dit comment il s'appelait, mais peut-être nous le dire pour qu'on puisse l'écrire. Le quartier, c'est Asakusa. C'est à Tokyo et c'est le quartier. Vous Ça, m'entendez? ça bug Ouais, un c'est peu. bon. Ouais, ça bug. Là, c'est bon, ça a l'air d'aller. Ça, tout ça. Ça a Oui, l'air si d'aller tu de nous mon côté. l'écris, ce sera top. Comme ça, au moins, on l'aura. Ce sera beaucoup plus facile à retrouver. Euh, on nous pose une question sur quelle est la meilleure période automnale. Donc, peut-être quel est le meilleur mois en automne pour partir au Japon, Mel. Novembre pour le coup. Si vous partez sur octobre, vous allez être encore un peu juste. Si vous êtes Mm. sur du fin octobre, vous allez commencer à voir les couleurs, mais sans en profiter pleinement. Et le mieux est de partir vraiment début octobre, je dirais soit les 15 premiers jours, soit éventuellement même à partir de la première semaine d'octobre, à peu près, pour profiter davantage. Parce que les couleurs d'automne, du coup, vont descendre dans le Japon. Donc, Ah, ouais. Je sais que là, sur Tokyo, par exemple, Mont Takao, les couleurs d'automne sont sorties fin novembre là.
Donc, ouais, ça dépend, comme dit Mel, d'où vous commencez, et ça descend au fur et à mesure, en fait. Ok, ça marche. Mais bon, pas à partir trop tôt non plus si on veut vraiment profiter de ces couleurs d'automne. Une autre petite question, quelle est la meilleure période pour visiter le Japon en famille? Comme on disait tout à l'heure, il n'y a pas vraiment de meilleure période à proprement parler. Ça peut être au printemps, comme en automne, en famille, vous vivrez la même expérience qu'en partant en individuel. Pour le coup, il n'y a pas d'aspect particulier vraiment propre aux enfants, que ce soit sur l'une période ou sur l'autre. Donc, pour le coup, vous êtes libre de partir un peu quand vous souhaitez. Ok, top. Question un peu plus restaurant, cuisine. Est-ce qu'on a le droit à des fourchettes au restaurant si on ne sait pas manger avec des baguettes? Bah, tout dépend du restaurant. En fait, il y a des restaurants qui proposent des fourchettes, si vous demandez, et il y en a bah, qui proposent pas de fourchettes. Vous avez les baguettes, quoi. Donc, soit vous ramenez votre fourchette, ça se fait, il y a des petits kits et tout, ou soit voilà, c'est le moment d'apprendre à manger avec des baguettes. Ok. Donc voilà, ça On dépend va des restaurants. peut-être s'entraîner un peu avant, alors dans ces cas-là, pour manger avec des baguettes si on souhaite partir au Japon et qu'on n'est pas très habile. Et est-ce que dans un restaurant, ça se passe comment au Japon? Est-ce qu'il y a des choses en particulier à savoir? Est-ce qu'on mange par terre ou est-ce qu'on mange sur des tables comme chez nous? Je sais pas. C'est Mel, Oui, vous toi? pouvez manger par Oui. terre. Tout dépend du restaurant. Pareil aussi, vous avez un peu de tout. Vous avez le restaurant futuriste où vous êtes servi par un robot. Vous avez le restaurant où vous pouvez manger par terre, assis en tailleur. Il y a de tout type de restaurant au Japon qui fait partie de leur culture. Ok. Une dernière allez, deux dernières petites questions. Donc, on a parlé de quand partir en automne, quel était le meilleur mois. Pour vous, quel est le meilleur mois pour partir au printemps? Mel, vas-y. C'est pareil, c'est un petit peu en fonction aussi des années, parce que comme on disait tout à l'heure sur les couleurs d'automne, où là Rookie a spécifié que c'était un petit peu tardif cette année, bah les floraisons c'est un petit peu pareil. On choisit pas trop la date exacte à laquelle il y a les floraisons. En général, on va être sur du mois de mars, sur du mi à fin mars approximativement, mais ça va vraiment dépendre des années et aussi de la région dans laquelle vous souhaitez partir. Parce que c'est pareil, du coup, les floraisons sont également décalées dans le Japon. Et puis après, sinon, au printemps, vous avez juste une semaine où ça va être, enfin, un week-end où ça va être la Golden Week, du coup, éventuellement, qui peut être soit un objectif, soit quelque chose à fuir un petit peu, parce que pendant cette Golden Week, c'est les vacances des Japonais. Et il va y avoir un peu plus de chances qu'il y ait soit du monde, soit personne, en fonction de si vous êtes en campagne ou en ville. En général, il y a un peu moins de monde en ville. Les Japonais en profitent pour sortir. Donc, si vous voulez visiter la ville, c'est une très bonne période. Et sinon, voilà, de partir à la campagne sur le reste. Ok. Merci. Et une dernière question. Est-ce que on peut assister à des combats de lutteurs professionnels sumotori? Rukia Alors, ou bon, Mel? Vas-y. bah pour revenir un peu sur Dis-moi. le produit Atalante, du coup, là pour le moment, on n'a pas encore. C'est pour ça que il y avait une autre question aussi qui demandait pourquoi on parlait un petit peu de prévoir ses vacances. Tout simplement parce qu'on est en train de développer justement au sein d'Atalante toute la partie sur mesure au Japon, qui va arriver du coup, bah, on l'espère bientôt. Et pour le moment, on a aussi la possibilité de faire du sur mesure dans tous les cas avec notre entreprise sœur. Donc, il y a des possibilités dans tous les cas, mais sur nos voyages, en tout cas de groupe, pour le moment chez Atalante, on n'a pas la possibilité de réaliser de combats de sumo. Par contre, c'est des options qui pourraient être intéressantes sur du voyage en sur-mesure ou en individuel. C'est quelque chose à faire, par contre, qui coûte très cher et qui est réservé très longtemps en avance, pour le coup, pour avoir la chance d'avoir une place et d'y assister. Et vous avez des combats aussi de sumotori débutants ou d'entraînement qui se font des fois à Tokyo, qui peuvent être un petit peu moins chers et un peu plus accessibles, qui sont réalisés très souvent par des étudiants en sumotori. Voilà, que je peux recommander éventuellement à titre personnel. Ok.
Et bah, merci à tous les deux, en tout cas, pour votre disponibilité,